Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. Bonne année, bonne santé et meilleurs vœux. Et comme toutes les nouvelles années, il faut prendre de bonnes résolutions. J'en ai pris deux pour 101%. Première, ne plus parler du Japon. Et deuxième, arrêter de suivre sagement l'ordre des rubriques et faire tout à l'envers. Donc au sommaire, il y aura Pico Pico, la critique de PlanetSide 2 et les news. Mais d'abord, on regarde Retro and Magic sur l'univers Warhammer. Depuis sa création en 1983, la franchise Warhammer Fantasy de Games Workshop s'est imposée comme l'un des univers médiévaux fantastiques les plus populaires. De nombreux jeux vidéo n'ont d'ailleurs pas manqué de s'en inspirer plus ou moins lourdement, Warcraft en tête. Pourtant, Warhammer et les différents jeux de plateau qui partagent son univers ont déjà fait l'objet de plusieurs adaptations directes sur consoles et ordinateurs, comme nous allons le voir dans cette émission. Certains parmi vous gardent peut-être un souvenir ému d'HeroQuest, ce jeu de plateau distribué par MB qui débarqua dans les rayonnages des magasins de jouets à la toute fin des années 80. Mettant en scène les exploits de 4 aventuriers dans des donjons remplis de trésors et de dangers, HeroQuest avait la particularité d'avoir été créé conjointement par MB et Games Workshop. HeroQuest prend place dans l'univers Warhammer et on en retrouve les fondamentaux, en l'occurrence les humains, elfes et nains du côté des gentils, et les orques, gobelins et autres peaux vertes ainsi que les dangereux guerriers et sorciers du chaos du côté des méchants. En 1991, Gremlin Interactive et 221B Software réalisent une adaptation d'HeroQuest en jeu vidéo. Présentée en 3D isométrique, l'adaptation s'avère extrêmement fidèle au jeu de plateau, dont elle reprend les mécaniques à la lettre. On retrouve notamment les 4 héros du jeu de figurines, barbares, nains, elfes et magiciens. Le jeu vidéo conserve également le découpage sous forme de tours, les déplacements sont déterminés par jet de dés et ainsi de suite. Le jeu vidéo HeroQuest propose plusieurs scénarios préétablis à la difficulté croissante. Au cours de ses aventures, le joueur trouvera des trésors qui lui permettront d'améliorer son équipement dans l'espoir de survivre aux dangers qui l'attendent dans le prochain donjon. L'objectif ultime du jeu est de régler son compte à Morcar, un sorcier du chaos peu fréquentable. L'année suivante, Gremlin publiera Return of the Witch Lord, un add-on ajoutant scénario et monstres supplémentaires. Quelques années plus tard, Gremlin réalisera un deuxième jeu basé sur HeroQuest, Legacy of Sorasil. Si le gameplay et le principe général n'ont pas vraiment changé, l'univers prend ses distances avec celui de Warhammer. Le jeu n'est sorti que sur Amiga et Amiga CD32. Blood Bowl est un autre jeu de plateau dérivé du wargame d'origine. On y retrouve les factions et créatures de l'univers Warhammer, qui se livrent désormais à des compétitions endiablées d'un sport brutal inspiré du football américain. Dès 1995, des développeurs s'attaquèrent à une adaptation de Blood Bowl en jeu vidéo. Malheureusement, cette première tentative ne resta pas dans les annales. Mollassonne, triste visuellement et peu inspirée, elle ne parvient pas à capturer l'ambiance qui caractérise le jeu de plateau. Pour une fois, il est de circonstance de dire que l'essai n'a donc pas été transformé. Il faut attendre 1996 pour voir apparaître la première adaptation du wargame Warhammer, le jeu des batailles fantastiques, en jeu vidéo. Il s'agit de Warhammer dans l'ombre du rat cornu, un jeu de stratégie en temps réel pour PC et PlayStation. Contrairement à Warcraft par exemple, le jeu adapté de Warhammer ne propose pas de construction de base, mais uniquement des batailles rangées entrecoupées de phases de gestion durant lesquelles le joueur pourra recruter de nouvelles troupes à l'aide des deniers chèrement acquis en accomplissant diverses missions aux 4 coins de l'Empire. Vous l'aurez compris, dans l'ombre du rat cornu met le joueur dans la peau du chef d'une compagnie de mercenaires. Morgan Bernhardt, le héros du jeu, dirige en effet les mercenaires porte-rancune. Les porte-rancune vont de village en bourgade, devant par exemple défendre les braves paysans impériaux face aux peaux vertes. Mais très rapidement, Morgan doit faire face à une menace encore plus sinistre. Les Skaven, les hommes rats de l'univers Warhammer, ourdissent des plans maléfiques et pourraient bien causer la perte de l'Empire. Bourré de qualité mais handicapé par des contrôles pas toujours très intuitifs, que ce soit en version PlayStation dont vous voyez les images ou sur PC, et une difficulté trop élevée, cette première adaptation de Warhammer en jeu vidéo s'en sort malgré tout plutôt bien et fit le bonheur des amateurs de stratégie.
Parmi ses points forts, notons ses environnements en 3D, une superbe bande-son de Mark Knight, une histoire solide et la forte identité de l'univers Warhammer. On regrettera juste qu'il ne soit pas possible de commander les armées orques et Skaven. Seuls les mercenaires humains de Morgan sont en effet jouables, et le jeu ne propose pas de mode multijoueur. 2 ans plus tard, Mindscape retourne au front avec Warhammer Dark Omen. Suite directe de Warhammer dans l'ombre du Racornu, Dark Omen place à nouveau le joueur à la tête des porte-rancunes, cette fois-ci confronté à un fléau mort-vivant venu des lointains déserts de Khemri. Cette fois-ci, Morgan pourra recruter des troupes elfes et naines pour renforcer ses armées face au roi des tombes. Toutes les qualités du précédent épisode sont à nouveau là. Une belle utilisation de la 3D pour les décors, une histoire prenante et racontée de manière simple et efficace, et une très bonne bande-son. Les contrôles sont nettement plus intuitifs et si le jeu reste difficile et parfois frustrant, la montée de la difficulté se fait de manière plus progressive. Enfin, un mode multijoueur a été inclus dans lequel on peut jouer les mercenaires, les peaux vertes ou les morts vivants. Dark Omen est donc une excellente adaptation de Warhammer en jeu vidéo. Notons que le jeu possède toujours une communauté de fans dynamiques et enthousiastes qui a réalisé de nombreux mods ajoutant des armées supplémentaires comme les Skaven et les hommes lézards. Impossible de ne pas mentionner dans ce Retro & Magic la première tentative de produire un MMORPG basé sur l'univers Warhammer. Au début des années 2000, le petit développeur anglais Climax Studios se lance dans la conception de Warhammer Online. Très ambitieux, le projet fut finalement annulé en 2004, le studio n'ayant pu trouver les 30 millions de dollars nécessaires à la réalisation du jeu. Il n'en reste que quelques trailers qui promettaient un univers particulièrement sombre. Comme chacun sait, un autre MMORPG basé sur cet univers, Warhammer Online Age of Reckoning, développé par Mythic Entertainment, sera finalement lancé en 2008. Groveling in the dirt, coming closer to your fate. D'autres adaptations vidéoludiques de la franchise Warhammer virent le jour durant les années qui suivirent, comme le RTS Warhammer Mark of Chaos ou le jeu de cartes Battle for Akluma sur PSP. Une adaptation sur tablette de Warhammer Quest, le descendant d'HeroQuest, a récemment été annoncée pour une sortie courant 2013. Mais Warhammer, ce n'est pas que de la fantasy, c'est aussi un univers de science-fiction, Warhammer 40 000, qui a lui aussi généré son lot d'adaptations en jeux vidéo. Ce sera le sujet du prochain épisode de Retro & Magic. Ensuite, on va passer à Pico Pico, mais bon, résolution prise, je peux pas parler du Japon, donc comment faire? Pico Pico, qu'est-ce que ça peut évoquer en français? Des picotements, picoter, qui signifie piquer légèrement, irriter. Il y a le mot pico, qui est une petite pointe en saillie, ou encore picotin, la mesure de capacité pour la ration d'avoine d'un cheval. Ou encore, est-ce que vous connaissez le picodon, un petit fromage de chèvre produit dans la Drôme et l'Ardèche? Quoi d'autre? Piccolo, pas le personnage de DBZ, mais la petite flûte au son très aigu. Ah, ça fait du bien de revenir au bon vieux français, hein. Allez, c'est parti pour Pico Pico. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Et oui, l'émission est de retour jusqu'à la fin de la saison au moins. Aujourd'hui, pour fêter l'occasion, nous sommes dans un café qui porte le même nom que l'émission. C'est le café Pico Pico à Kichijoji. Tout de suite, on passe au sommaire. Tout d'abord, on va parler des sorties d'albums. Ensuite, on aura la rubrique Megamix. En 2012, beaucoup de licences du jeu vidéo ont fêté leur anniversaire et c'était le cas de la licence Final Fantasy. Alors Final Fantasy, il y a des albums qui sortent à peu près tous les 3 mois et évidemment ils n'ont pas manqué d'en sortir un pour cet anniversaire des 25 ans. Donc un album qui s'appelle Final Fantasy Tribute Thanks, donc pour remercier toute cette production durant toutes ces longues années, donc 25 ans, et on retrouve toutes sortes d'artistes japonais qui n'ont pas a priori de lien avec le jeu vidéo à la base, mais à qui on a demandé de faire des reprises des grands thèmes de Final Fantasy dans leur
leur style. Donc on a Tokyo Ska Paradise Orchestra que vous connaissez puisqu'on le passe à l'antenne par exemple. Ensuite un artiste techno qui marche très très bien en ce moment qui s'appelle Calasoid, Daishi Dance, Jabberloop ou encore le groupe Instru Jizue qu'on peut voir à l'antenne aussi. Nous venons d'écouter un extrait de l'album qui fête les 25 ans de Final Fantasy où une vingtaine d'artistes ont participé et tout de suite on va encore parler d'anniversaire de 25 ans puisque c'est celui de Megaman et de Street Fighter. Vous en avez déjà sûrement entendu parler à l'antenne, des fans ont fabriqué un jeu de Megaman où on peut voir les persos de Street Fighter et récupérer leurs attaques comme dans tout bon jeu Megaman. À cette occasion, un artiste de San Francisco, Arrival, a aussi composé une nouvelle bande originale qui regroupe des musiques des deux licences jouées façon B-Beat, donc à la Megaman puisque c'est une instrumentation assez particulière on va dire. Tout comme le jeu qui est gratuit, cette bande originale est récupérable gratuitement sur la page Bandcamp du site et si vous avez envie de lui donner des sous parce que vous aimez bien ce qu'il a fait, le prix est ouvert donc vous pouvez y aller aussi. On reste dans une ambiance rétro cette semaine avec la bande originale de Little Big Adventure, donc LBA pour les intimes, un jeu d'aventure qui est sorti en 1994 et qui était un jeu français par le studio Adeline, donc dont tout le monde se souvient très chaudement. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille le Retro and Magic consacré à ce jeu et à cette série même, un Retro and Magic qui était passé en 2008, et oui, ça commence à faire longtemps. Donc, revenons à cette bande originale, elle a été composée par l'artiste Philippe Vacher, et elle ne ressort non pas sous forme de CD, mais sur iTunes, donc en format numérique, et je pense qu'il y aura de l'actualité très bientôt à propos de Philippe Vacher et d'autres compositeurs français, on en reparle bientôt. Cette semaine dans Megamix, on va rester dans la thématique anniversaire avec un album qui fête les 30 ans de Pac-Man. Oui, c'est un des plus vieux lui d'ailleurs, mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler, ça c'est le DJ Tomsu qui vous envoie ça en direct du club Mogra à Akihabara. はい、こんにちは。ゲームソング DJ のトムツーです。今回もですね、日本の秋葉原モグラの方からお送りしたいと思います。毎回ゲームソングのリミックスを1曲ずつ紹介しているこのコーナーですが、今回紹介する曲はこちら。はい。はい。パックマンです。こちらですね、パックマン1980年に誕生したキャラクターなんですけども、2010年にですね、パックマン30周年ということでですね、アニバーサリーで登場したリミックスになります。こちらの方ですね、日本での、人気のラップユニットスチャダラパーをはじめとしてスチャダラパー、あとロボチュー、化石サイダーの3グループがですね、リミックスした曲になります。俺直撃刺激が強くて目覚める期間成長著しく劇的上達レベルアップメキメキ覚えるパターン待つ順番このワンプレーアイスは我慢上がるステージは力だんだんずうずうしいほど自信満々時に待ち伏せ時に追いかけ時は気まぐれとぼけた面してドンスター進むこの集団セブンアップのみほつ迷路の中今も定番こする円盤8ビットのディスコでスローダウン汗ばむ動かす十字レバー忍び寄る4匹のモンスター厨房のようにルール無用限度を超えたら御用御用浅はかな愚行はすでに時効行こうぜあのドットの向こうスローファスト欺く進路昨日より一歩いや1ビットきっと進歩してるリリシストプレイで伝える攻略のヒント
c'était Tom Sook qui mixait du Pac-Man avec un chapeau de Pac-Man. Ce numéro de Pico Pico est terminé, donc comme je vous l'ai dit au début de l'émission, aujourd'hui nous sommes au Pico Pico Café qui se trouve à Kishijoji. Alors Kishijoji, si ça vous dit rien, en fait c'est la ville où il y a le musée Ghibli qui est situé dans un grand parc et le café se trouve juste derrière le parc. Donc si vous venez visiter le musée Ghibli par exemple, ou juste vous promener dans la ville, n'hésitez pas à venir au Pico Pico Café. Alors ça se trouve au 8e étage, il y a une super vue sur tout le parc et surtout c'est un café à thème jeux vidéo puisqu'en fait les gens qui travaillent dans ce café travaillent pour un petit studio qui s'appelle Lexafel Games. Donc si vous venez dans ce café, outre la déco à thème jeux vidéo, il y a plein de livres sur voilà, le roman de Ico par exemple, si vous avez envie de regarder, ou sur comment faire du pixel art, des choses comme ça, et puis des choses à propos de manga, animés, du monde entier, pas seulement du Japon. Et le truc sympa, c'est que comme cette boîte de jeux vidéo est à la fois tenue par des étrangers et des japonais, le staff parle anglais, donc vous pouvez venir discuter tranquillement avec eux. C'est ouvert de 2h à 23h, donc voilà, si vous voulez discuter jusqu'au bout de la nuit. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines et à bientôt. Bye bye. On va maintenant enchaîner sur la critique de PlanetSide 2, l'un des FPS online et free-to-play événements de la fin 2012. C'est un MMO FPS qui se déroule dans un contexte futuriste et qui propose une dizaine de véhicules et un moteur graphique impressionnant. On vous en dit plus dans la critique. De quel bois vous vous chauffez. Après vous avoir fait découvrir Hawken il y a quelques jours, il est temps d'aborder l'autre gros FPS free-to-play de la fin 2012, PlanetSide 2. Son prédécesseur était sorti il y a de cela 10 ans et intrigua grâce à son mélange entre le FPS et le MMORPG. L'action ne se déroulait pas sur une succession de maps différentes, mais dans un monde persistant et gigantesque. Et malgré une pelletée de défauts, à commencer par des combats extrêmement mous, PlanetSide fédéra une forte communauté de joueurs, lui ayant assuré une belle vie. Le concept de PlanetSide 2 est toujours le même, un shooter dans un monde persistant avec de nombreux véhicules et d'énormes batailles rangées. Voyons si les défauts de son prédécesseur ont été corrigés et si le modèle économique du free-to-play n'est pas dérangeant. Trois factions se battent éternellement pour la possession de ressources. Et c'est tout. Le background quasi inexistant de PlanetSide 2 sert uniquement de prétexte à l'action. Ce n'est généralement pas dérangeant dans le cadre d'un FPS multijoueur classique. Le problème, c'est que PlanetSide 2 n'en est pas un. Son monde persistant n'est qu'une succession de plaines et de rochers sans aucune histoire les reliant. Dans un jeu de cette ampleur, demandant autant d'investissement de la part des joueurs, cette absence de background est un gros problème. La loyauté jusqu'à la mort, l'union fait la force. La victoire est notre tradition. Bonne chance. Avant de rentrer un peu plus en détail dans le game system, notons un premier défaut assez rédhibitoire pour le coup, l'absence totale de tutoriaux. On se retrouve lâché dans PlanetSide 2 sans rien savoir, malgré les nombreuses mécaniques souvent complexes du titre. Le pire dans cette histoire, c'est que les développeurs nous proposent en guise d'initiation 2 heures de vidéos sur YouTube. Elles sont soporifiques à l'extrême, mais il faut impérativement les regarder pour commencer à jouer. Vous voilà prévenu. Le concept de base de PlanetSide 2 est directement hérité de son prédécesseur, un FPS multijoueur à la Battlefield dans un monde persistant. Concrètement, les joueurs divisés en 3 factions se battent pour le contrôle des diverses zones du jeu, réparties sur 3 continents distincts. Le seul objectif concret de PlanetSide 2 est donc de s'emparer et de défendre le plus de territoire possible. This facility now belongs to the VS. À ce stade, 2 gros problèmes sont déjà visibles. Tout d'abord, même si la capture de territoire demande de travailler en équipe, le teamplay n'est absolument pas récompensé. Les classements mondiaux favorisent le traditionnel ratio kill-death et aider ses coéquipiers n'est absolument pas récompensé par le jeu. Mais surtout, et c'est là le plus gros défaut du titre, il n'y a absolument aucun objectif à long terme. Les territoires changent de main constamment et si une faction contrôle tout un territoire, rien ne se passe. Au final, peu importe les forces que l'on met dans une bataille, ces efforts seront totalement vains. L'impression de patauger dans la smoule s'installe donc rapidement et ça s'avère assez agaçant.
Néanmoins, les assauts sur les bases ennemies sont très intéressantes à jouer. Générateur détruit. Afin de pouvoir entrer dans les bâtiments et s'emparer des points de contrôle, les joueurs doivent parfois laisser de côté leur véhicule pour continuer à pied, utiliser des jetpacks pour attaquer d'en haut ou bien sniper à partir d'un bâtiment voisin. Parmi les 6 classes disponibles, on n'échappe pas aux classiques soldats, ingénieurs et snipers, mais leur différence et leur complémentarité compensent ce classicisme. Chaque classe possède plusieurs pouvoirs uniques que l'on doit combiner pour atteindre ses objectifs. À titre d'exemple, l'assaut léger peut utiliser un jetpack, tandis qu'un ingénieur possède des tourelles à placer librement et qu'un sniper a un camouflage. Si on met de côté l'absence de valorisation du teamplay, les assauts sur les grosses bases ennemies, dégénérant souvent en bataille rangée, sont vraiment fun. Malheureusement, les autres phases de jeu sont beaucoup moins intéressantes. Conquérir les bâtiments de petite ou moyenne taille n'a rien de passionnant et les gunfights en eux-mêmes sont assez faiblards. D'une manière plus générale, la jouabilité du titre n'est pas franchement agréable, même si on sent une nette amélioration depuis le premier PlanetSide. Si la conduite des véhicules aériens offre de bonnes sensations, celle des véhicules terrestres s'avère beaucoup moins convaincante en raison de son imprécision. Mais c'est le gameplay hors véhicule qui est le plus dérangeant. Que ce soit au niveau des déplacements ou des gunfights, tout est horriblement mou. Autre problème, PlanetSide 2 n'est pas un free-to-play, mais un pay-to-win. Si toutes les classes sont disponibles dès le départ, elles ne possèdent qu'une arme principale et secondaire chacune. Ces armes étant peu puissantes et imprécises, il va falloir rapidement en acquérir de nouvelles. En n'utilisant que les points de compétence, vous mettrez plusieurs dizaines d'heures pour ne débloquer ne serait-ce qu'une seule arme. Au final, si on veut réussir à faire quelques frags au début du jeu, on est quasiment obligé de payer. À l'heure où des titres comme Tribes Ascend ou World of Tanks prouvent qu'on peut faire des jeux free-to-play sans prendre les joueurs pour des portefeuilles, il est vraiment dommage que Sony n'en fasse pas de même. Vous vous êtes sûrement rendu compte en visionnant cette critique, PlanetSide 2 possède une direction artistique totalement générique, déjà vue 1000 fois. Le design est vraiment banal, tout comme la bande-son. Generator destroyed. Côté technique, saluons tout d'abord la fluidité constante du titre, à de rares exceptions près. Avec la quantité d'informations à gérer sur des maps aussi grandes, PlanetSide 2 s'en sort haut la main de ce côté. Notons tout de même l'existence de bugs de collision assez gênants, notamment lorsqu'on meurt après une chute de 20 cm. Au final, faut-il jouer à PlanetSide 2 ? Si vous êtes un groupe de 10, prêt à dépenser 50 € chacun dans la boutique in-game, vous pourriez trouver votre bonheur avec ce titre. Malgré sa pelletée de défauts, les sensations de jeu en groupe sont vraiment bonnes, que ce soit lors de courses en quad improvisées ou d'assauts en bande organisée, et de petits éléments de gameplay très originaux fleurissent ici et là. Mais si vous n'entrez pas dans ce schéma très spécifique, ne perdez pas votre temps avec PlanetSide 2. Malgré ses nombreux défauts, ce n'est pas un mauvais jeu, il manque juste d'équilibrage et de peaufinage. Si vous êtes vraiment intéressé, attendez 6 mois. Entre-temps, vous pourriez vous pencher sur Tribes Ascend et Hawken, 2 excellents FPS free-to-play. Vous êtes dans une zone réservée. Vous avez déçu la République. L'installation est perdue. Et pour terminer, on va regarder les news. Bon, bah, c'est nouveau, c'est la première fois que je fais ça. Alors, en parlant de news, quoi de neuf Ah, si, mon cochon d'Inde a fait un truc nouveau ce matin. Ouais, j'ai un cochon d'Inde qui s'appelle Petite Biquette, sale truc, espèce de machin, enfin, ça dépend de mon humeur. Et donc, bah, tout à l'heure, je faisais le ménage dans ma salle de bain. Et j'ai entendu des petits... Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des bruits de pattes. Et là, je vois le museau de mon petit cochon qui dépasse de la porte. Il était venu me chercher pourquoi? Pour me demander à bouffer, bien sûr. Hein. Attention, hein, on savait déjà que les chats étaient des extraterrestres venus sur Terre pour nous dominer, mais il faut faire gaffe aux cochons d'Inde, hein, ils ont des activités louches parfois. Allez, les news. L'année 2012 aura été bien remplie pour Kickstarter, la plateforme de crowdfunding lancée en 2009. Le site s'est lancé dans le bilan de son année et s'est fendu de quelques chiffres. C'est ainsi plus de 2 millions de personnes qui ont contribué à hauteur de quasiment 320 millions de dollars distribués à 18 109 projets. Ce qui fait une moyenne de 600 $ par minute levée par le site. Pas mal. Si les projets de jeux vidéo n'ont pas été les plus nombreux, seulement 911 projets, les contributeurs ont été les plus généreux en donnant 83 millions de dollars à l'ensemble de ces programmes. De nombreuses personnalités du jeu vidéo ont tenté l'aventure, comme on a pu vous en parler régulièrement. Par exemple, Tim Schafer avec son jeu Double Fine, Peter Molineux avec Project Godus, ou encore Allo pour son Leisure Suit Larry. On peut penser à de nombreux autres projets comme ce nouveau Shadowrun, Wasteland 2 ou la console Ouya.
Il reste maintenant à voir si tout cet argent sera utilisé à bon escient et si les projets qui ont atteint leurs objectifs aboutiront vraiment. La plateforme ne garantit en aucun cas le bon développement du jeu après cette partie du financement bouclé. Il sera donc intéressant de continuer à suivre toutes ces aventures afin d'apaiser ou d'aviver craintes et critiques parfois légitimes sur ce nouveau modèle. Cela fait des mois que SimCity nous tease avec une profusion de vidéos assez régulières. Encore un peu d'attente en perspective, mais ce ne sera plus très long, promis. En effet, la nouvelle version du City Builder est prévue pour le 7 mars 2013 sur PC. Le jeu nous dévoile cette fois son intro, réalisée uniquement avec des séquences de gameplay du jeu. Un nouveau moteur baptisé Glassbox, le choix de gérer plusieurs villes en même temps, pour la première fois un mode multi. Le titre de Maxis risque de faire passer bien des nuits blanches aux accros si le titre tient les promesses qu'il affiche. Les plus impatients peuvent se rendre sur le portail Origin d'Electronic Arts pour essayer de décrocher une place pour la bêta du jeu. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours. Enfin, ceux qui précommandent le jeu en édition limitée recevront en bonus le pack Héros et Méchants en guise de cadeau de bienvenue. Le concours Ludum Dare est une compétition de développement de jeux vidéo en 48 heures qui existe depuis avril 2002. La 25e session a eu lieu mi-décembre, une bonne partie des jeux se joue d'ailleurs en ligne, accessible depuis le site du concours. Particularité de celui-ci, les participants postent souvent des vidéos en timelapse d'eux-mêmes en train de créer leur jeu. Le lauréat de cette édition est Atomic Crypt Spawner, un petit clone de Dungeon Keeper bien sympathique. Bien d'autres jeux, comme par exemple le très libérateur Fall of Dr. Willy, n'attendent que le courageux internaute qui ira fouiller dans les archives du site. Si vous étiez devant No Life ou devant votre ordi pendant ces fêtes de fin d'année, vous n'avez pas pu passer à côté de la dernière série avant la fin du monde. Cette web-série de 7 épisodes réalisée par Damien Maric s'est fait remarquer pour sa profusion de références, de guests, mais aussi pour son traitement visuel et sonore particulièrement soigné. Fort de plus d'1 million de vues, l'équipe s'attelle maintenant à la production de la saison 2. Et pour produire cette suite, ils font appel au financement participatif avec le lancement du projet via Kickstarter. À vous de voir maintenant si vous souhaitez participer à la prod et investir pour recevoir un DVD ou un Blu-ray contenant l'intégrale des 2 saisons. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réorganisation totale de l'émission pour la nouvelle année? C'est une bonne initiative, non? En plus, je suis sûre que vous préférez. Et puis, j'ai fait des plateaux particulièrement passionnants aujourd'hui, donc là, on est bien. C'est parti pour toute l'année. Allez, on se revoit jeudi. Ça va pas changer. Ciao!